Bienvenue à tous sur CNews TV, bienvenue dans l'entretien spécial. Aujourd'hui, nous recevons son Excellence, M. Yuri Pivovarov. Il est l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal. Nous allons donc évoquer la guerre russo-ukrainienne, mais également la relation bilatérale entre le Sénégal et l'Ukraine et les questions liées à l'actualité nationale sénégalaise. Son Excellence, M. Yuri Pivovarov, bienvenue sur CNews TV. Bonjour CNews, c'est un plaisir de vous voir, merci. Merci de nous accueillir dans votre ambassade. Je disais tantôt que nous allons évoquer la guerre russo-ukrainienne. Ça fait présentement 629 jours que ça a débuté. Quel est votre regard par rapport à la perception, même au Sénégal, de cette actualité? Bon, vous savez, à mon avis, la perception qu'a le Sénégal de l'Ukraine et de la guerre russe en Ukraine n'a pas changé. Même aujourd'hui, à 600, presque 30e jour de la guerre russe. En tout état de cause, je ne vois pas la situation s'améliorer. Pourquoi? Parce que même aujourd'hui, comme je vous ai dit, donc, je ne vois toujours pas d'évolution officielle par les autorités sénégalaises de la guerre en tant que telle. Et je ne comprends toujours pas, franchement, pourquoi les dirigeants du Sénégal n'ont pas le courage d'appeler la guerre. Une guerre et la Russie un agresseur, même jusqu'à maintenant. Je me pose toujours la question de quoi ont-ils peur? N'est-il pas évident que ce que fait la Russie en Ukraine est du terrorisme pur et classique, et des crimes de guerre? Vous savez, même après la visite du président Macky Sall à Irpin et Boutcha, ce sont deux petites villes ukrainiennes dans la région de Kiev, en mai dernier, dans le cadre de la mission africaine, je me pose la question, la Russie ne pourrait-elle pas qualifier, après tout ce que le président a vu, tout ce cauchemar, c'est inimaginable absolument, tout ce qu'il a pu voir, la Russie ne pourrait-elle pas être qualifiée d'agresseur? La question qui se pose. Selon vous donc, Dakar manque de courage par rapport à cette situation? Celui de reconnaître tout d'abord la Russie agresseur. Ça veut dire évaluer la situation et d'appeler la Russie agresseur et Poutine agresseur également. Donc il y a toujours un mot malentendu, il y a toujours le terme conflit, il y a toujours quelque chose comme ça, vous voyez, plus neutre, plus équidistant, quoi. Mais de toute façon, voilà, comme je vous ai dit, la question, la réponse est évidente. Et vous savez, je me souviens qu'au début du mois de mars l'année dernière, lorsque les terroristes russes commençaient à bombarder les civils, les hôpitaux, les maternités, etc. Et quand il y avait un grand besoin d'aide humanitaire, j'ai envoyé, je souligne au mois de mars, le 26, c'est le début en fait de cette invasion, le mois de mars c'était le 2 ou bien le 3, j'ai adressé au ministère des Affaires étrangères, je ne me rappelle pas combien exactement, mais de toute façon 3 ou bien 4 notes verbales pour demander une aide humanitaire. Une aide humanitaire pour les enfants blessés dans les hôpitaux, dans les maternités. Au moins symbolique. Il s'agissait en fait des cajous, des agrumes, des jus, des médicaments, etc. Mais il n'y a pas de réponse. Pas une seule. C'est décevant, je vous dis très franchement. Mais de toute façon, bien sûr, c'est la position officielle, enfin souveraine, je veux dire, affaire du Sénégal, c'est votre droit, c'est votre choix. Mais à mon avis, si vous voulez, je serai franc avec vous, j'aimerais vraiment que les dirigeants de votre pays voient et évaluent les choses en Ukraine d'une manière plus objective, sans lunettes roses, je veux dire. Et je peux vous dire que je peux deviner d'où vient ces lunettes roses. Et d'où est-ce qu'elles viennent exactement, ces lunettes roses dont vous faites allusion? Est-ce que la responsabilité également ne peut pas être imputée à l'Ukraine qui, pendant longtemps, n'a pas eu cette relation avec l'Afrique, j'ai envie de dire? Non, moi je parle du Sénégal pour l'instant. Je parle de la perception du Sénégal. Elle est toujours équidistante et neutre. Mais parfois, je fatigue, je m'ai répété, parfois il faut avoir du courage quand même
d'appeler un chat un chat. Si c'est la guerre, c'est la guerre. S'il y a un agresseur, alors il y a un agresseur. S'il y a un agressé, il faut agresser. Donc cette honnêteté, cette précision, à mon avis, est très appréciée. Et on a ces lunettes roses, entre guillemets, comme je vous ai dit, vous m'avez demandé. Ça vient bien sûr de l'autre côté. De l'autre côté, c'est-à-dire? C'est-à-dire du Kremlin, de Moscou. De la Russie. Vous pensez que la Russie est derrière cette posture neutre du Sénégal? Je pense bien, je pense bien. Malgré la position déclarée de neutralité des Guédistan, puisque de toute façon, comme je vous ai dit, après cette visite, comme je vous ai déjà envoyé de cette mission africaine à Kiev, après c'était prévu Sochi, je crois, non, Sochi, Saint-Pétersbourg. Et je me pose toujours la question, c'est toujours la même question qui était en l'air au niveau du président ukrainien. Donc il fallait tout simplement, au moins avoir du courage de dire, alors il faut arrêter tout ça, mais vous, Monsieur Poutine, mais c'est vous qui a envoyé l'Ukraine, et c'est vous qui êtes l'agresseur. Et ça dépend de vous de mettre fin à cette guerre. Voilà, donc il n'y a toujours pas, à mon avis, du courage, pas seulement du président Macky Sall, mais également pour toute la mission africaine. Donc voilà, cette équidistance, elle règne partout. Donc c'est pour ça que je dis que j'aimerais que les choses en Ukraine doivent être vues et évoluer plus objectivement. Ça veut dire d'une manière plus réaliste. Voilà. Il existe notamment une opinion selon laquelle l'Occident aide à militariser l'Ukraine pour affaiblir la Russie. Quel est votre regard par rapport à cette opinion? À mon avis, c'est opinion erronée. Tout d'abord parce qu'affaiblir la Russie, il y a toujours les mêmes narratifs qu'on connaît très bien, il y a des nations frères, des trucs comme ça. Non, je répète, c'est tout à fait erroné. Tout d'abord parce qu'il n'existe pas, je suis très précis, il n'existe pas de soi-disant nation ou bien, je ne sais pas, peuple frère entre la Russie et l'Ukraine. Il n'y en aura jamais. Il faut être clair que la Russie est l'ennemi. Et c'est tout. Parce que vous comprenez comme une personne normale, que ces barbaries et des crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine, je suis certain, ne seront jamais pardonnés par au moins plusieurs générations de l'Ukrainien. Quant à l'aide apportée par l'Occident à l'Ukraine pour se défendre contre cette peste russe, à mon avis, c'est tout à fait logique. Et c'est tout à fait naturel, puisque cette aide, elle s'appelle soutenir le droit de l'Ukraine à l'autodéfense. C'est inutile, je suis persuadé que vous êtes d'accord avec moi, inutile de rappeler encore une fois que c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine et pas vice-versa. C'est la Russie qui a violé le droit international. C'est la Russie qui a violé la souveraineté et l'intégrité territoriale. Et c'est la Russie qui doit être punie et vaincue. Et à mon avis, le seul moyen d'y parvenir, c'est de disposer d'armes, de beaucoup d'armes, pour détruire les occupants russes sur le territoire ukrainien, méthodiquement et en grande quantité. Voilà. Est-ce que selon vous, la guerre en soi en tant que telle, avec tout ce que ça engendre, est-ce vraiment une solution par rapport à cette situation? On a des pertes en vie humaine. Oui, en idéal, il y a normalement pour les guerres, il y a deux moyens, deux outils classiques. C'est l'histoire des relations internationales qui nous montre. La voie diplomatique, ça veut dire les pourparlers, et la voie militaire. Parlons de soi-disant la première voie. La voie diplomatique. Voilà. Il y a toujours, j'ai lu et je continue à lire afin d'entendre des idées, des invitations à se mettre à la table avec les Russes, puisque vraiment ça ne peut pas continuer, etc. Vous pensez que cela n'était pas fait? Si. Et franchement, l'Ukraine, nous avons fait déjà
mauvaise, je veux dire, négative expérience avec les Russes avant le 24 février l'année dernière. Et alors, le résultat est connu. Bien sûr, la guerre a déclenché. N'oubliez pas, s'il vous plaît, que les Russes ne peuvent jamais être considérés comme des négociateurs ou bien des partenaires fiables. Ce sont des menteurs, vraiment. Des menteurs et des manipulateurs notoires. Par contre, je peux vous dire, toujours dans le contexte de votre question, nous, l'Ukraine, nous avons proposé déjà au monde entier, si vous voulez, la formule, après, je ne sais pas, après au moins 5 initiatives de maintien de paix, y compris celle africaine, nous avons proposé enfin, la formule de paix du président Zelensky, qui consiste, enfin, on ne dit pas pratique, qui indique clairement la voie à suivre pour mettre fin à cette guerre. C'est tout à fait logique. Mais nous, en Ukraine, nous avons une exigence clé et principale. Ça veut dire, pour commencer hypothétiquement à négocier avec les Russes, bien sûr, il faut que les parties, c'est tout à fait logique et normal, puissent remplir certaines exigences. Notre exigence, c'était quoi? C'était le retrait des troupes russes du territoire souverain ukrainien. Et puis, nous sommes prêts à nous asseoir à la table pour discuter enfin de tout ça. Mais en plus, je peux vous dire que nous l'avons également fait savoir à la mission africaine, y compris au président Macky Sall, voilà toute cette formule de paix. Mais apparemment, les Russes ne sont pas d'accord, c'est tout à fait logique, et à mon avis, d'un côté, et de l'autre côté, les dirigeants africains, il y avait 6 chefs d'État voilà, qui faisaient partie enfin, de cette mission, n'ont pas eu, à mon avis, le courage de souligner personnellement à Saint-Pétersbourg, personnellement à Poutine, l'importance pour la Russie enfin, de remplir cette condition ukrainienne pour le début des négociations. Mais il faut faire quelque chose quand même à l'encontre, c'est normal. Donc, de la part de la Russie, c'est le refus total. Alors, si c'est le cas, je termine avec la première voie, le premier outil. La voie diplomatique voilà. Pour discuter. Ça se voit que ça ne marche pas du tout puisque c'est bloqué, vraiment bloqué. Personne n'a pas le pouvoir afin de persuader, même d'expliquer à Poutine, à la Russie, qu'il faut vraiment quelque chose, il faut aller à la rencontre pour qu'on puisse enfin trouver une solution. Si c'est non, alors si c'est non. Si c'est bien le cas, donc pas de négociation, c'est tout à fait logique et naturel, pas de négociation avec les occupants. Et la seule solution que vous le voyez qui reste, c'est quoi? C'est de les combattre. C'est ce que nous faisons. Voilà. Parlant de combat, on a vu récemment l'Allemagne vous appuyer dans ce sens-là. Est-ce que cet appui-là suffira par rapport à la situation actuelle? Vous parlez enfin de ce soutien financier de l'Allemagne seulement? Effectivement, oui, de l'Allemagne. Et pourquoi de l'Allemagne, puisque de toute façon ça fait partie de l'Union? On va dire que c'est le dernier soutien financier qui a été évoqué. Mais non, de toute façon, là, je peux vous dire que voilà, toutes ces dettes financières, enfin, cette partie fait une tranche enfin, je veux dire, de cette dette financière, elle sera plutôt enfin, visée disons, voilà, côté humanitaire, mais également militaire. Moi, je veux parler enfin, surtout, si vous voulez, enfin, du côté humanitaire. C'est très important puisque ça va de soi. Ça va de soi et tant que je sache, l'Allemagne elle est très sensible et je suis très reconnaissant bien sûr à l'Allemagne également voilà, pour le côté enfin, humanitaire. Pour parler enfin du côté humanitaire et surtout de ce qui peut atténuer les souffrances en tant que telles humanitaires des Ukrainiens, il faut dire 2 choses, à mon avis. Tout d'abord, à mon avis, que l'Allemagne, ainsi que la communauté, toute la communauté internationale, peuvent et doivent trouver des outils d'influence plus puissants sur la Russie pour qu'elle puisse enfin respecter le droit international, tout d'abord
humanitaire, si je parle, enfin voilà, de ce côté-là. Parlant de moyens d'influence, vous faites allusion à quoi exactement? Enfin, c'est hausser le ton. Hausser le ton dans quel sens? De manière concrète? Hausser le ton, bien sûr, et toujours également d'expliquer avec beaucoup plus d'arguments à travers, je ne sais pas, à travers l'ONU, à travers toutes les organisations internationales possibles pour qu'on puisse la pression, même si vous voulez, en matière de sanctions plus sévères sur la Russie, pour qu'elle puisse respecter, pour qu'il commence. Pensez-vous que la Russie va faiblir face à cette possible situation? Mais le processus est déjà en cours. Le processus est déjà en cours. Les sanctions font leur travail. Ça, c'est sûr. Oui, ce n'est pas la dynamique que nous souhaiterions, mais de toute façon, bien sûr, il y a des influences, il y a des résultats. Et je pense bien d'ici peut-être à l'année 24, surtout la deuxième moitié de l'année 24, au début du 25, certainement les conséquences seront très visibles et très sensibles en Ukraine. Je parle en Russie, pardon, excusez-moi. En Russie, surtout en matière d'économie, ça c'est sûr, ça se voit. Et les sanctions vraiment font leur travail, comme je vous ai dit. En mi-décembre, justement, il y a les dirigeants des États membres qui doivent décider s'ils acceptent ou non les recommandations de la Commission européenne d'inviter l'Ukraine à entamer des négociations d'adhésion à l'Union européenne. Quels sont justement les véritables enjeux autour de cette situation? Enfin, tout d'abord, bien sûr, c'est notre rêve. C'est notre, si vous voulez, enfin, je veux dire, l'adhésion à l'Union européenne. C'est notre raison d'être, si vous voulez, quelque chose, enfin, pour l'Ukraine. Nous sommes déjà engagés, enfin, voilà, dans cette voie depuis longtemps. Et j'espère vivement, moi-même, comme tous les Ukrainiens, qu'en mi-décembre, cette décision positive sera prise à Bruxelles pour entamer les négociations sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Par contre, les enjeux, vous avez dit, bien sûr, c'est pas très facile, ça ne marche pas comme sur des roulettes, il faut le reconnaître, bien sûr. Et actuellement, nous travaillons d'arrache-pied avec chacun des 27 États membres de l'Union européenne. Et malheureusement, ce n'est pas le secret, certains pays défendent clairement les intérêts de Moscou afin d'empêcher l'adhésion de l'Ukraine et de l'Union européenne. Parmi eux, entre autres, la Hongrie, dirigée par M. Orban, qui cherche jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, à négocier, je veux dire, excusez-moi ce terme, à marchander ses propres intérêts en échange d'un soutien à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Donc, c'est pas très facile. Est-ce qu'il faudra lui en vouloir? Est-ce que finalement, tous les pays ne cherchent pas à préserver leur intérêt au final? Parlant de la Hongrie notamment. Oui, c'est tout à fait logique. Oui, parce que présentement, même dans votre discours, ses propres intérêts nationaux, ça c'est sûr. Mais quand il s'agit de l'adhésion et de membership, comment dirais-je, de l'Union européenne, donc il y a les règles du jeu communautaire déjà. Donc on peut faire la différence, et il faut faire la différence, puisque chaque pays qui a ses propres intérêts nationaux, partiellement, pas mal, reste financé par le budget général de l'Union européenne. Donc il faut respecter les règles, il faut respecter les acquis communautaires et les règles du jeu, quoi. Donc c'est pour ça que, bien sûr, nous respectons également, nous essayons de le faire. Bien sûr, beaucoup de choses a déjà fait. Beaucoup de choses ont été déjà faites, mais pour l'instant, il y a pas mal de choses également à le faire. La présidente de la Commission européenne, il y a quelques jours, il s'est rendu à Kiev, donc il a reconnu les succès de l'Ukraine sur la voie de la mise en œuvre des réformes, mais bien sûr, il y a des réformes à faire. C'est un boulot vraiment très, très difficile et de longue haleine. Et j'en suis certain que nous y parviendrons. Ces derniers mois ont été marqués, surtout en Afrique de l'Ouest, par des coups d'État. Et à chaque fois, la Russie a été citée comme une alternative dans ces pays-là. Il y a une nouvelle mouvance qui est en train de se dégager. Quel est votre regard par rapport à cette situation? Vous savez, cette alternative, soi-disant affaire russe, elle est toujours en l'air, tout le monde en parle. Je peux vous dire que, bien sûr, je suis de près, toutes les nouvelles, puisque moi je suis, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, je suis accrédité, je suis ambassadeur dans 5 pays de l'Afrique. Effectivement. L'Afrique de l'Est, donc je connais un tout petit peu ce dossier, si je peux dire.
Et il faut reconnaître, ce n'est pas le secret, que l'implication de la Russie, pas seulement, disons, dans les coups d'État ou bien quelque chose de pareil, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais sur l'ensemble du continent africain, est évidente. Tout le monde le sait, mais certains... Vous parlez d'implication, moi je parle du fait que la Russie est citée dans cette nouvelle alternative à avoir, parce que dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, on était plus proche de la France qu'autre chose. Maintenant, la Russie vient comme une alternative pour eux. Je ne parle pas de citer la Russie comme un élément clé dans ces coups d'État. Mais cette alternative dont on parle, elle doit être de collaboration. Oui, elle doit être basée sur quelque chose. Vous voyez, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une hypothèse théorique. Ça veut dire, on connaît très bien les méthodes russes en la matière. Il faut le reconnaître et il faut l'analyser en profondeur. Il s'agit bien actuellement, cette alternative, c'est quoi? C'est tout d'abord le souhait et la vision, la priorité, si vous voulez, enfin, pour l'Ukraine, pour la Russie en Afrique, si on parle enfin, de cette alternative, c'est vraiment de repousser l'Occident de l'Afrique, bien sûr, et de s'assurer du territoire pour son expression. C'est normal. Et c'est sous la base de cela que la Russie elle a déjà commencé à proposer cette alternative. Et certains pays l'acceptent déjà. Parfois d'une manière ouverte, parfois cachée, mais cette alternative, cette soi-disant alternative, cette présence, cette expression, c'est quoi? C'est la politique, absolument tout à fait comprise, c'est la politique du néocolonialisme russe. Croyez-moi, je sais ce que je dis. Mais cette politique-là dont vous faites allusion, elle a été déjà présente selon beaucoup d'Africains, avec notamment la France en Afrique de l'Ouest. Elle a été déjà dénoncée par plusieurs mouvements. Déjà au Sénégal, il y a le mouvement France Dégage, par exemple, qui exprime ce souhait-là, que les relations entre la France soient beaucoup plus saines. Et même si la Russie devait intervenir dans certains pays africains, il faudrait une relation beaucoup plus saine entre ces pays-là. Donc, oui, bien sûr, mais moi je vous dis tout simplement une idée que cette présence alternative, selon sa substance, elle ne sera pas différente. Ce sera la présence coloniale, bien sûr. Ce que vous dites n'est pas subtil dans la mesure où vous êtes en train de reconnaître en même temps que la présence antérieure des Français, en Afrique de l'Ouest notamment, était une présence coloniale. Mais c'est l'histoire, bien sûr. Mais à l'époque, l'histoire nous montre que... Je ne parle pas de l'époque, je parle du néocolonialisme, de ce que nous sommes en train de vivre présentement. Oui, mais l'idée c'est quoi là? Avant, c'est toujours par rapport enfin, aux pays occidentaux, enfin au colonialisme qui a été dans notre histoire. Pour l'instant, est souligné par la Russie, tout en disant que nous sommes une autre alternative. Nous ne sommes pas les Occidentaux. Non, nous allons vous proposer quelque chose vraiment plus transparent, plus prospère, etc. C'est ça ce que je dis, que cette alternative, ces déclarations, et voilà, ces déclarations ont été d'ailleurs évoquées lors du sommet Afrique-Russie, etc. Comme je vous ai dit, tout le monde le sait, tout le monde le voit, mais certains ont peur, n'en parlent parce qu'ils ont peur, parce qu'ils comprennent très bien que ce sera la même vision. Prenez par exemple quelques exemples. Actuellement, la soi-disant nouvelle vision, nouveau standard, les soi-disant nouveaux standards de la coopération technique, n'importe quelle coopération avec la Russie, entre la Russie et certains pays concernés africains, commence normalement par quoi? Analyser tout ça. Par l'apprentissage du russe. Bien sûr, l'expression, enfin, les destins. Mais l'idée, acquis, apprentissage russe acquis. Primo, bien sûr, aux militaires, aux soldats, aux officiers, qui certainement, après, vont faire leur stage en Russie, mais déjà en russe. Vous voyez de quoi je parle. Donc là, cette composante, elle est toujours présente. Elle est toujours présente. Donc, cette alternative, à mon avis, je regrette, franchement, si vous voulez ma vision, je regrette que
que les dirigeants de certains pays africains ne le remarquent pas et ne l'analysent en profondeur. Pourquoi? Parce que, croyez-moi, nous connaissons très bien voilà, cette méthode russe. Je répète encore une fois, pour la dernière fois, c'est pas la peine. Il ne faut pas avoir confiance aux Russes. C'est toujours la même. Vous ne conseilleriez pas aux États africains donc d'entrer en collaboration avec la Russie? Collaboration, non, c'est le droit souverain. Je veux dire qu'il ne faut pas faire confiance aux Russes parce que ce sera une nouvelle, éventuellement, alternative pour l'Afrique, pour certains pays africains concernés, qui est différent de celles qui ont déjà eu dans le passé, disons, soi-disant à l'époque coloniale. C'est absolument le même système, les mêmes paramètres, le même style de néocolonisme, mais déjà russe. Plus caché, plus sophistiqué, plus intelligent peut-être. Voilà. Nous avons évoqué les questions liées à la guerre russo-ukrainienne. On va désormais peut-être parler de ce qui se passe ici au Sénégal. Nous sommes à quelques mois de la présidentielle de 2024 qui se tiendra en février. Quel est votre regard par rapport à la politique sénégalaise et à la gouvernance? Bon, vous savez, récemment, je suis en contact avec de nombreux Sénégalais ordinaires, avec de nombreux citoyens sénégalais. Citoyens sénégalais, dont les opinions m'intéressent beaucoup. La plupart d'entre eux, vous savez, c'est mon analyse qui me dit ça, la plupart d'entre eux réfléchissent déjà, même aujourd'hui, très activement, à ce qui se passera dans le pays après l'élection présidentielle. Il en parle beaucoup, vraiment beaucoup. Et c'est très sympa, parce que vraiment, les gens sont proactifs, ça se voit. Même au niveau, enfin, des citoyens ordinaires, si je peux dire, enfin. Et vous savez, j'entends très souvent d'espoir, d'autres espoirs, en quelque sorte, pour une vie meilleure. Pour une vie meilleure, pour la prospérité du pays, pour l'ouverture des autorités à de nouvelles réformes, etc., etc. C'est normal, c'est tout à fait normal. Et je les comprends parfaitement bien, car c'est un regard sur leur propre avenir, là, ici, au Sénégal. Et franchement, nombreux sont ceux qui se souviennent encore des tristes événements survenus au Sénégal en juin dernier. Lorsque, je ne sais pas, 10 personnes ou bien 11 personnes ont trouvé la mort lors des manifestations. Plus que ça, même. Voilà, qui ont été éclatées après la condamnation d'Ousmane Sonko. Oui. Mais cependant, bien sûr, enfin, je suis heureux que voilà, ce conflit se soit calmé et que la vie a repris son cours normal. Et j'espère bien que, même aujourd'hui, je veux dire, enfin, j'espère bien que la période préélectorale aujourd'hui et l'élection présidentielle du Sénégal se dérouleront, j'en suis certain, dans le calme et dans le respect des normes démocratiques internationalement reconnues. Parlant de normes démocratiques, par rapport à l'opposition sénégalaise, le régime en place est en train de mener des actions qui ne vont pas dans l'intérêt même de la démocratie. Partagez-vous cet avis de l'opposition sénégalaise? Non, comme je vous ai dit, bon, j'espère bien que de toute façon la démocratie en tant que telle, cette notion, elle est bien connue pour les dirigeants sénégalais, ça c'est sûr. C'est pour ça que je répète encore une fois, j'espère bien, et je suis sûr qu'avec l'expérience, avec la démocratie en tant que telle, qui est l'un des piliers de la société sénégalaise, l'élection présidentielle et la période surtout préélectorale, j'espère bien que se dérouleront dans le calme et dans le respect de tous ces paramètres. Que vous inspire la situation ou le cas Ousmane Sonko? Vous savez, à mon avis, les autorités
dans n'importe quel pays, enfin, les autorités, enfin, ouais, les dirigeants de n'importe quel pays doivent savoir entendre tout le monde, même si cela ne leur plaît pas. C'est ça la démocratie, entre autres, et c'est ça le respect, si vous voulez, des droits de l'homme. Et s'il s'agit d'un, à mon avis, et si on parle du Sénégal, et s'il s'agit d'un leader de l'opposition sénégalaise, soutenu par de nombreux Sénégalais, il faut le reconnaître, à mon avis, son avis doit être pris en compte. Il en va autrement si, par exemple, les autorités ont des revendications ou peut-être des accusations légitimes, par exemple, à l'encontre de M. Ousmane Sonko. Dans ce cas, à mon avis, la justice équitable doit s'exprimer. Parce que, à mon avis et à ma perception, c'est ça la démocratie et c'est ça le respect des droits de l'homme. Voilà tout ce que je peux dire. On va finir par la coopération bilatérale entre nos deux pays, l'Ukraine et le Sénégal, en termes de perspective, selon vous, sur quel axe il faudra renforcer le travail? Vous savez, ça fait déjà combien? Ça fait, pour être plus précis, ça fait 2 ans que je travaille ici au Sénégal. J'ai proposé, je vous dis très franchement, j'ai proposé de nombreuses idées et de projets. Je suis franc avec vous, je suis honnête avec vous, parce que si on parle à la fin de notre coopération bilatérale et surtout peut-être d'éventuels obstacles qui nous empêchent afin de développer encore plus de cette coopération, je suis prêt à vous le dire, puisqu'à mon avis, il faut être toujours honnête pour qu'on puisse, enfin, toutes les parties, améliorer et perfectionner, si je peux dire, enfin, n'importe quel dialogue et puis la coopération. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Je ne suis pas un touriste, je ne suis pas le touriste, je suis l'ambassadeur qui veut faire quelque chose, qui veut proposer vraiment des choses concrètes et efficaces pour que le dossier bilatéral puisse être développé. C'est ce que je fais 24 sur 24. Mais je vous dis très franchement qu'il s'agit, enfin, comme je vous ai dit, j'ai proposé pas mal d'idées et de projets et des programmes. Il s'agit entre autres enfin, de l'agriculture, de la justice, de l'enseignement supérieur, du dialogue politique, de la coopération interparlementaire et ainsi de suite. Beaucoup de choses. Cependant, je vous dis très franchement, je ne peux pas dire aujourd'hui, je répète, encore une fois, je suis honnête avec vous, je ne peux pas dire, malheureusement, que ce que nous avons avec la partie sénégalaise, cela peut être appelé un véritable partenariat. Pourquoi? Parce que, à mon avis, de toute façon, si vous voulez, pendant 30 ans de ma carrière diplomatique, je suis habitué, c'est ma vision. C'est quoi le partenariat? C'est une voie à double sens. En êtes-vous d'accord? C'est le dialogue, c'est ça? C'est le dialogue entre les deux parties. Mais non un monologue permanent de ma part. Vous voyez de quoi je parle? Parce que je vous dis également que j'ai l'impression parfois, afin de frapper à la porte bien bloquée. Bien bloquée parce que personne ne te répond. Hein. Sur quelle porte frappez-vous? Celle de la présidence ou celle du ministère des Affaires étrangères? La réaction de n'importe quel partenaire, je veux dire, c'est quoi? Oui, on peut frapper 1 fois, on peut frapper 2 fois, 3 fois, 5 fois. Mais si après tout cela, personne ne te répond, la réaction c'est quoi? J'arrête de frapper. C'est tout à fait logique. Vous voyez de quoi je parle. Je peux vous dire que, vous savez, je n'arrive, même aujourd'hui, au bout de 2 ans, si vous voulez, de mon travail ici, je n'arrive pas du tout à m'habituer, disons, à la pratique, excusez-moi ma franchise, à la pratique de certains fonctionnaires, même hauts fonctionnaires sénégalais, à tous les niveaux, quoi, enfin, le ministère, même partout.
qui consiste en quoi? Qui consiste à promettre et à ne pas tenir leurs promesses. C'est le mal de tous les politiques sénégalais, j'ai envie de dire. Ça, et ce que je peux vous dire, moi je ne suis pas habitué, comme je vous ai dit. Ça tue le temps, ça prend beaucoup de temps. Nous sommes des gens responsables, croyez-moi. Quand même le secrétaire général d'un certain ministère, d'un tel ou tel ministère, ou bien moi en tant qu'ambassadeur, j'ai plein de choses à faire. Mais je n'arrive jamais à comprendre pourquoi promettre, pourquoi serrer la main, pourquoi faire une photo de famille sans... Les actions derrière. Ben voilà. Ce qui vraiment me paraît, même aujourd'hui, un tout petit peu bizarre. Mais malheureusement, ça continue. Cela continue d'être la norme. Voilà. Il y a donc beaucoup de choses à rectifier dans cette opération. Oui, il faut perfectionner, il faut améliorer la culture de communication, à mon avis. Ce sera très utile et profitable pour les deux parties, quoi. Parce que de toute façon, si j'envoie une note verbale, deuxième, troisième, quatrième, pas de réponse, je commence quoi, comme tous mes collègues, quoi. Enfin, ils commencent à passer un coup de fil, à l'appeler. Parfois, je sais pas, quelques jours, personne ne répond. S'il y a quelqu'un, il dit, oh, bon, patientez, je ne sais pas, on a perdu votre note verbale, je ne sais pas quoi, donc on va voir, passez-nous voir la semaine prochaine, ça dure, je ne sais pas, une semaine, un mois, même 2, même 3 semaines, même 3 mois. À mon avis, ça complique un tout petit peu les choses et surtout, enfin, le dialogue. Il faut y réfléchir. Réfléchir au dialogue, ça peut notamment faire avancer les choses. Merci à vous, Monsieur Yuri Pivovarov. Vous êtes, je le rappelle, l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal. Merci. C'est moi qui vous remercie. Reste toujours à votre disposition. Vous êtes toujours les bienvenus là ici à l'ambassade. J'espère bien que tout ce que je viens de vous dire, enfin, tout en répondant à vos questions, ça va vraiment contribuer à l'amélioration de notre dialogue entre nos deux pays ainsi que je vous remercie encore une fois, ça fut un plaisir. Merci à vous. Merci également à vous, chers amis internautes, de nous avoir suivis dans l'entretien spécial. Rendez-vous est donné dans une autre émission pour notre invité. Bonne journée à vous.